Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va continuer donc les Ilchot Hanouka pour ce qui nous restait. Je préfère prendre dans les Kitturim parce que c'est plus simple de se repérer. Donc, pour finir avec ça, on est le 4e jour de Hanouka. Et il nous reste à voir par rapport à Shabbat. On avait dit dans le cours précédent que contrairement à ce que l'on fait toute l'année, on sait très bien que, comme on a été posé avec la halakha, qu'on ne tient pas la adlaka de Nerot Shabbat, on ne tient pas cela comme étant une Knesset Shabbat, c'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer Shabbat par la adlaka. Ok ? C'était justement bonjour. Bonjour. Aucun problème. Aucun problème. Pourquoi c'est moi qui le... Vous êtes la lumière de la matinée. Top. Alors, comme on avait dit dans les cours précédents, on avait vu que c'est pas par la hadlaka de Shabbat qu'on aimait Kabel le Shabbat, ok, ouais. Qu'on aimait Kabel le Shabbat, c'est par la Shkat Achama. Pour faire un petit récap, il y en a un certain poskim qui pense qu'à partir du moment où on allume les nérodes de Shabbat, la femme n'a plus rien droit de faire. On ne tient pas comme ça la halakha. À partir du moment où une femme allume, c'est Mishum Adlakat Nerot Shabbat, c'est la Adlaka, mais c'est pas ça qui fait rentrer le Shabbat. Dans l'absolu, si elle veut ne plus faire aucun travail à ce moment-là, ta voix à la bracha, c'est évident qu'elle ne fait plus aucun travail. Si elle peut rien faire, c'est encore mieux. Elle s'assoit, elle met Kabel Shabbat en lisant des télim, n'importe. Mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, c'est mieux de ne rien faire. Mais si il arrive qu'on a oublié de mettre la plata de Shabbat ou bien je ne sais quoi, alors à ce moment-là, c'est évident qu'elle a le droit de faire tout ce genre de mélachot là, parce que c'est pas la hadlaka qui fait rentrer le Shabbat. C'est quoi qui fait rentrer le Shabbat pour une femme? Quelques minutes avant la Shkia, ça s'appelle Tosefet Mechol à la Kodesh, ok? Faire rentrer quelques minutes avant le coucher du soleil le Shabbat, ok? C'est 5-6 minutes avant. Nous on a l'habitude ici en Israël, ici à Jérusalem, de le mettre 20 minutes avant la Shkia. Donc il lui reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour faire les travaux qu'il lui reste à faire. Encore une fois, évidemment, c'est mieux de ne rien faire après, comme ça on est tranquille. Mais si il arrive qu'on a oublié de faire quelque chose et tout ça, alors il n'y a aucun problème, on a tout à fait le droit, de faire cette melacha. Les Ashkenazim Les Ashkenazim après le Shabbat par la Hadlaka. Exactement, c'est la vie du Rama. J'avais une question, parce que nous on reçoit le Shabbat en Dominicana. Oui. Il y a deux manières de recevoir le Shabbat, ou d'une manière passive ou d'une manière active. C'est-à-dire si on fait rien, on le reçoit avec le barakou. Voilà. Ou les Chadodi plus. Ouais, le Khadodi, c'est ce qu'il y a le premier. Oui. Et sinon, c'est avec le temps. Le laps de temps. Le laps de Exactement. temps. Mais si c'est d'une manière passive, mais si c'est comme ça, on n'a pas de Tosefet Shabbat. Si. Parce que la Tosefet Tosefet Shabbat c'est quoi? Oui, C'est quoi la Tosefet Shabbat? c'est le surplus. Oui, mais comment on le reçoit cette Tosefet Shabbat? Justement, il faut le faire d'une manière active. Pas spécialement. Comment À partir du moment où dans mon esprit, ça y est, j'ai pris sur mon Shabbat. Est-ce que vous savez que pour un homme par exemple, à partir du moment où il s'habille, il met son costume, il va à la synagogue, et que dans son esprit, Pour lui, c'est Shabbat. exactement, dans son esprit, il n'a plus aucune mélacha à faire, c'est pas comme les fumeurs à la dernière seconde, etc. Oui. Même s'il n'a pas fait mincha. Même si, dans l'absolu, même s'il n'a pas fait mincha, c'est considéré comme étant une prise de conscience, et j'ai pris sur mon Shabbat. Il est dans Shabbat. Dans l'absolu. C'est considéré comme étant tout ça fait Shabbat Mechol à la Kodesh. Ouais. C'est déjà ça. Ouais, c'est pas mal. Même au niveau passif. Hein? Mais on peut faire Oui, il peut faire des mélachot. Je veux dire, prendre sur soi. C'est dans sa conscience. Dans l'absolu. S'il a décidé de. Ça y est. S'il a décidé que. Ça y est, c'est tout c'est fait. C'est pas, on n'est pas obligé de faire quelque chose ou de dire quelque chose pour avoir pris sur soi le Shabbat. C'est vrai qu'au niveau passif, c'est pas mitraillev. C'est-à-dire que dans l'absolu, si j'ai oublié de faire telle et telle chose, j'ai le droit de le faire. On n'est pas mitraillev du Shabbat. Mais si, en fin de compte, arrive la Shkat Achama et en fin de compte, il a fait aucune melacha pendant ce laps de temps-là, c'est considéré comme étant tout ce fait. Oui. C'est bien ça. Ah, c'est sympathique. Mais en tout cas, pourquoi j'en suis arrivé ici? Parce que tout simplement, on avait justement essayé
exactement, essayer de développer le sujet, que l'allumage des Nerot de Hanouka, on doit le faire quand même avant l'Adlakat Nerot de Shabbat. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quand même un avis, le Baal Halachot Gedolot, il y a à peu près 850 ans, qui disait lui que on est Mekabel Shabbat par l'Adlaka. C'est un avis. Ok, alors pourquoi ne pas être rochèche et craindre son avis? Si on peut faire ça facilement, on fait l'allumage des Nerot de Shabbat, des Nerot de Hanouka avant l'allumage des Nerot de Shabbat et Zéou. Ok, donc à la Khalemase, je ne veux pas continuer à développer sur ce sujet, mais en tout cas, il faut savoir que la Adlaka Nerot Hanouka, même si on a le digne de Tadir Veshenot Tadir Kodem, que ce qui est le plus habituel, on est Mekadem, c'est-à-dire qu'on le fait avant la chose qui est moins habituelle, quand même, les Nerot de Hanouka, même si c'est moins habituel, on le fait avant les Nerot de Shabbat, afin de craindre donc la vie du Baal Halachot Gedolot. Ok, ça c'est une halakha. Seconde halakha, ce qui en ressort du développement que je viens de citer, que si on a oublié et on a fait, la femme elle a allumé les Nerot de Shabbat, il n'y a aucun problème. Que ce soit elle qui allume les Nerot de Hanouka, par exemple elle est toute seule à la maison, ou bien c'est une personne qui est veuve, ou bien une divorcée, ou bien toute autre situation que elle doit allumer, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème, elle peut allumer les Nerot de Hanouka après. Si c'est une femme ashkénaze, ok, elle demande à ses enfants ou bien une personne extérieure d'allumer pour elle, et elle fait la même bracha, la dik ner Hanouka, il n'y a aucune différence. Pour les ashkénazim, ner shel Hanouka. Ok, Tov, il a fait mode. Elle fait la bracha et quelqu'un d'autre allume. Non, c'est quelqu'un d'autre allume. Et c'est quelqu'un d'autre aussi qui fait la bracha. Pourquoi l'ashkénazi elle peut pas faire comme la Sfaradi? Parce qu'elle met Kevel Shabbat par Adlaka. Terminé. Pour elle, une femme ashkénaze, elle prend sur elle la Adlaka. Comme le Baal, Oui, le Rama, Siman Res Samar Gimel. Oui, il a été posé comme ça. oui. Comme le Baal Halachot Gedolot. Ok, on a beaucoup de Rishonim qui pensent pas comme ça, mais le Rama il tient la vie comme le Baal Halachot Gedolot. Il a fait Meod. Maintenant, à Hanouka, on est ashkénazim. ah voilà, on est ashkénanisé. On devient un peu yévani. On est un seul peuple, quoi, c'est ça. Exactement, on est unifié. Voilà, on est unis. Ouais, bon, le Rav il a dit pendant son shiur. Ah ouais. À l'occasion, ce serait bien que quelqu'un traduise tout, parce que malheureusement, moi, j'ai pas tout compris. Ouais. Il s'en est pris pas mal aux ashkénazim, enfin, d'une manière. Ouais, très très rabbinique. Oui, rabbinique. C'est pas la guerre, mais enfin, des allusions, tout Sur ça. quoi Et puis surtout, il a bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire Bet Maran, que beaucoup de gens s'approprient finalement cette histoire-là. Exactement. Alors, je sais pas, ce serait pas mal que. Peut-être Ouais, non mais Bezrat Hashem, Hidabrut, ils vont faire le travail de, je sais pas, de traduction. Je leur ai demandé. Pas, mais au moins les grandes lignes. Ouais, ça va être fait, je pense. C'est pas mal ça. Ça va être fait. Le Bet Maran, il a expliqué pas mal cette histoire. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il a dit pendant son shiur, que la vie de Maran à Shulchan Aruch, il y en a plein qui ont l'erreur de penser qu'on se tient sur la vie du Shulchan Aruch par Mara Da'atra, parce que c'est le maître de la terre d'Israël. Ok, donc terre d'Israël, terre sainte, etc. Lui, il était en Eretz d'Israël à Tzfat, donc on le tient parce que c'est le Mara Da'atra. Ok, c'est le principe de Mara Da'atra. Mais extérieur Israël, on ne tient plus le Shulchan Aruch, alors que c'est complètement une erreur. Maran à Shulchan Aruch, on le tient pas uniquement Mishum Mara Da'atra, on le tient aussi comme étant, parce que Mataim Rabbanim Nismechu, c'est les initiales de Maran. Ok, Mataim Rabbanim Nismechu, c'est-à-dire que c'est 200 Rabbanim qui l'ont assigné, qu'ils ont dit, on tient que son avis. 200. Ok, 200 Rabbanim à l'époque, c'est pas les Rabbanim d'aujourd'hui. Oui, Ok, les 200 Rabbanim il y a 500 ans. Parce que moi, C'est quand 200. j'entends Maran, j'entends toujours maître. Je sais pas pourquoi, dans la tête, j'entends maître. Non, c'est vrai, c'est à peu près les mêmes lettres. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on ne tient pas la vie du Shulchan Aruch uniquement parce que c'est le Mara Da'atra. Il a dépassé les frontières, le Shulchan Aruch. Il a conquis le monde. Ok, il a conquis le monde par sa halakha. Tout le monde. Parce qu'il a parlé qu'il était à Paris, et qu'ils lui ont dit qu'il y avait un rabbin d'Israël qui était venu là-bas voir. Il a dit, là-bas vous pouvez sur autant le Shulchan Aruch, autant le Rama à Paris, aucun problème. Mais pourquoi ça veut dire qu'il ou quoi? Ça veut dire qu'à Paris, non, on n'a pas appris la vie du Shulchan Aruch. On a appris de partout la vie du Shulchan Aruch. Il n'y a aucune différence. Après, il y a des klalim autour.
minag, pas minag, etc. On rentre pas dans les détails. Par exemple, au Maroc même, ils avaient l'habitude de faire la bracha du Hallel, ok, à Rosh Chodesh. C'est ça. Au Maroc, ils peuvent continuer comme ça. Parce que Mishou minag, l'omrim, ça fait brachot de laquelle. Au Maroc, et le Shulchan Aruch d'ailleurs le dit bien, Be'eretz Israël veglotea, on fait pas la bracha du Hallel. Donc il définit bien qu'il y a une frontière. C'est-à-dire, il a fait méode. Mais, mis à part cela, mis à part ces quelques minagis qui peuvent permettre de se compter sur le doigt d'une main, ok, zéou, on suit la vie du Shulchan Aruch à 100%. On peut pas se tenir sur, à lui il pense ça, alors je peux. D'ailleurs, moi je l'ai dit sur les petits mots que j'ai parlé, c'est chaval, c'est-à-dire, la vie elle est assez compliquée comme ça, quoi. On n'est pas obligé de commencer à dire voilà, tel rabbin il dit ça, et tel rabbin il dit ça, et tel rabbin il dit ça, alors comme qui je vais suivre? Non, c'est bon, ça y est, ça gourre. C'est la charab, c'est avec Minasafek. Pourquoi commencer à être mistaber? Pourquoi commencer à être mistaber alors qu'on a une DA? On a le Shulchan Aruch. Beaucoup suivent le Ben Ish Chai alors que lui-même le Ben Ish Chai. Là, il a dit ça, mais il n'a pas dit le nombre de fois où il le dit. Le Ben Ish Chai, il dit 33 fois. 33 fois dans ses livres, autant dans Rav Brachot, dans Rav Pe'alim, dans Ben Ish Chai, etc. Dans tous ces shootim qu'il a écrits. 33 fois, il dit qu'on n'a pas le droit d'être là sur la vie du Shulchan Aruch. Ok? On n'a pas le droit de suivre le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit, de contredire la vie du Shulchan Aruch. Et tout celui qui contredit la vie du Shulchan Aruch, qui est lo cholek al Shrina. Lui-même, le Ben Ish Chai, il dit ça. Ok? Le problème, c'est que lui, dans certains endroits, le Ben Ish Chai, il contredit le Shulchan Aruch. Il dit Mishum Minag. Par exemple, il dit que la bracha de la Hadlaka, c'est ce qu'on parle maintenant, c'est pour ça que je voulais en arriver là. La bracha de la Hadlaka doit se faire après l'allumage. Parce que c'était le minag en Irak. Lui, le minag en Irak, il a vu selon ce que les gens y faisaient. Ok? Il a vu selon ce que les gens y faisaient. Emsagro et זה. הרב נמצא שם, אבל... כן. כן. Et il disait selon le minag qu'il a vu en Irak, le problème, c'est que le Ben Ish Chai, dans sa grandeur, ok, il n'avait pas les mêmes... Comment je vais définir les choses? Il n'avait pas les mêmes, entre gros guillemets, capacités de recherche que ce que l'on a aujourd'hui. Il faut savoir que le minag qui vient d'Irak, de faire la bracha après l'allumage des bougies de Shabbat, ça vient des Ashkenazim. Les Ashkenazim, 80 ans avant que le Ben Ish Chai naquisse, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune Torah en Irak. À peu près 80 ans, 100 ans. Il n'y avait aucune Torah qui était en Irak. Donc les Ashkenazim, ils sont venus en Irak et ils ont amplifié la Torah. Mais mis à part cela, les Minagim, ça vient d'eux. Eux, ils suivaient l'avis de Hagan Rabbeinu Zalman, disant que on devait faire la bracha après la Hadlaka, le Nero de Shabbat. Donc lui, le Ben Ish Chai, le minag qui était existant en Irak. Il vient des Ashkenazim. Alors que ça vient des Ashkenazim. Donc, on ne peut pas se dire que ce minag-là, il est existant dans tel pays, il est Sfaradi. Ça ne peut pas exister. Alors vous allez me dire, Sfaradi, Ashkenazi, c'est quoi le problème? Non, mais c'est ça le problème. On arrive là à un problème de Safé Brachot, laquelle on arrive. C'est la même chose pour les minag, alors ce minag-là, il était existant, mamash. C'est même pas des Ashkenazim. Mais il n'est pas ashkenazisé. Il vient pas par erreur entre guillemets des Ashkenaz. Il était à Sfarad. Il était Sfarad. C'est pas spécialement. Je sais pas si c'est le Roche qui a rapporté ce minag-là. Je sais pas. Où ça, au Maroc? Au Maroc. Je sais pas si c'est le Roche. C'est le Roche. Le Roche, il était pas au Maroc. Hein. Ce sont les Marocains qui sont partis au Maroc. Les Marocains de. Le Roche, il était en Espagne. Il est au Maroc aussi. Oui, mais je crois qu'il a influencé comme ça. Il a fait grandir le judaïsme dans l'Afrique. Faut que je revoie. Je pense que plutôt les Sfaradim qui sont partis de Sfarad, d'Espagne, quand ils sont partis au Maroc, ils continuent à suivre la vie du Roche qui était lu en Espagne. Et peut-être que vous avez raison. Je sais pas. Il faut que je revoie. Mais ça changera. Hein. Exactement. Non, mais ils ont été très influencés par le Roche, exactement. Bon, en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que c'est quoi l'importance de l'étude de la halakha
c'est de connaître et de savoir d'où vient chaque chose. De connaître les sources et les racines de chaque chose. Lui, le Rav, par exemple le Rav Israël Yosef qui a donné son shiur, il a bien défini de faire attention qu'on suit la vie du Shulchan Aruch dans son ensemble. On ne va pas commencer à distinguer ça et ça et ça et ça et ça. Et pas seulement en Eretz Israël, aussi en dehors d'Israël. Et lorsque vous allez voir certaines fois le Ben Ishraï, il va contredire, etc. C'est Chaz Shalom, pas qu'il a été dans l'erreur. Chaz Shalom Ben Ishraï, Chaz Shalom, c'est un père Ador Va'adaro. On parle même pas de ça. C'est que c'était pas les mêmes capacités, ils n'avaient pas les mêmes capacités de recherche que l'on a aujourd'hui. Et on le sait, nous, que en fin de compte, ce minhag-là n'existait pas. Ok, il n'existait pas, il n'existait que par les Ashkenazim. Ok, qu'ils étaient venus à la même époque. Donc, lui, le Ben Ishraï, lui, il a suivi le minhag Makom. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, entre guillemets. Encore une fois, j'essaie de peser mes mots, mais ça ne veut pas dire que c'est réel. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à chaque chose. Et lorsque le Ben Ishraï, lui, il est choloïque sur le Shulchan Aruch, c'est pour sa ville, pour son pays. Ok, pas pour ceux qui habitent en Tunisie, alors ici le Ben Ishraï, alors on a choloïque sur le Shulchan Aruch. Non, ça n'existe pas ça. Ok, ça n'existe pas. Les Tunisiens, Marocains, Algériens, tout le monde doit suivre la vie du Shulchan Aruch. Les Français, les Parisiens, n'importe, tout le monde doit suivre la vie du Shulchan Aruch. Après, ce sont les minhagim de chacun, ça différera, mais il faudra faire attention quel minhag, etc. Donc, pour revenir, c'est pour ça que la Adlakat Nerot de Shabbat, ok, autant pour les Parisiens, pour les Français, les Israéliens, n'importe, on doit faire tout d'abord la bracha et ensuite la Adlaka. Et même si on n'est pas mekabel sur nous, on n'est pas mekabel sur nous le Shabbat, quand bien même on fait tout d'abord la Hanoukia et ensuite l'allumage des bougies de Shabbat. Mais si on a oublié, alors on a tout à fait le droit de faire la Adlakat Nerot de Hanouka après les Nerot de Shabbat. Tov. Je vais me condenser sur ce qu'il y avait à faire par la suite. Pour continuer rapidement, il faut savoir que si les bougies elles s'éteignent, on sait très bien que la Mizah, c'est de Shkiat HaChama jusqu'à Atchichler Regal Minashuk. Donc en fin de compte, la Mizvah, elle est existante que sauf Ashkia, comme il dit Shulchan Aruch, il définit bien, sauf Ashkia, la fin de Ashkia, donc c'est Tzedek Kochavim, la sortie des toiles, jusqu'à 30 minutes, ce qui dit le Rif, 30 minutes. Donc si elle s'éteint, maintenant nous on est obligé d'allumer avant, bien évidemment, on est veille de Shabbat, on est obligé d'allumer avant. Qu'en est-il si elle s'éteint? J'ai pas du tout fait la Mizvah. Ils disent comme ça les poskim, mais étant donné que qu'on a allumé dans une période où tout le monde allume, c'est considéré comme la période d'allumage. Ok, donc en fin de compte, si elle s'est éteinte, et on peut plus allumer par exemple, on se trouve pendant la Shkiat HaChama et tout, on a accompli la Mizvah, on n'a pas à craindre, on aura oui accompli la Mizvah. Mais ça veut pas dire que on doit laisser que une demi-heure coucher du soleil et ça y est. Non, on doit laisser vraiment une demi-heure après la sortie des étoiles, une personne qui ne met pas assez d'huile. Ou bien qui allume vraiment une petite bougie en cire, c'est sûr et certain que ça va pas rester. Une petite bougie en cire comme ça, c'est sûr et certain que ça va pas rester. Depuis 20 minutes avant la shkia jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles, ce qui fait à peu près 20 minutes, 40 minutes, 40, ça fait à peu près 1h10. Il faut que ça reste à peu près minimum 1h10, ok? Depuis l'allumage des Nerot de Hanouka jusqu'à une demi-heure après cet accord, c'est à peu près 1h10. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce que ça reste le plus longtemps possible et qu'il y ait de quoi à l'intérieur, sinon c'est considéré comme étant Safé Bracha de Vatala. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Veille de Shabbat, on a l'habitude donc toute la semaine d'allumer, ceux qui n'ont pas d'immeuble en face par exemple, en face de chez eux, ils ont l'habitude d'allumer à la porte. Maintenant il faut faire attention. Si on allume à la porte, il faut faire attention à ce que le Shabbat, ça ne soit pas à l'endroit où lorsqu'on ouvre et on ferme, ok, ça va cogner ou bien ça va éteindre les bougies. Ok, parce qu'on sait très bien, il y a un Shulchan Aruch Meforach qui dit qu'on n'a pas le droit d'allumer un feu face à un courant d'air. Parce que c'est sûr et certain que lorsqu'on va ouvrir ou fermer, il y aura un courant d'air et ça va fermer. Ça s'appelle psychriché. C'est psychriché de l'Neralé, mais quand même, là c'est les 4 là. Ne le fais pas ça, mais les 4 là. Pour cela que si une personne se trouve dans une telle situation et que toute la semaine elle met là-bas, alors la veille de Shabbat il mettra autre part pour ne pas arriver à un tel problème. Si la Hanoukia elle est collée à la porte, là aussi il faut faire attention, c'est interdit de mettre là-bas parce que juste en poussant la porte, c'est possible et certain que ça va s'éteindre. Ok, donc il faut faire attention à tout cela. Maintenant,
je sais pas si on l'avait dit, est-ce qu'on a le droit de déplacer une Hanoukia pendant Shabbat? Je sais pas si on l'avait défini. Non, c'est ça, on devait parler de ça. On devait parler de ça aujourd'hui, hein? Éteinte. Alors justement, on va parler de ça. On va parler de ça aussi vite fait parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps et il y avait beaucoup. Non, ça va. Il n'y avait pas beaucoup d'autres à la route. Il faut savoir qu'il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est quoi les dîmes de Mouksé? Ok, Issour Mouksé, c'est des Rabanan. Le seul Mouksé qui est des Oraïta rapporté par Rachid dans la Maseret Betsa, c'est un Mouksé qui est alimentaire, qui se mange et qui est mangeable et la personne va manger. Top, on rentre dans les détails pour le moment, c'est le Chot Mouksé, c'est assez long. Mais en tout cas, il faut savoir que le Issour Mouksé, c'est des Rabanan. Donc, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, il y a une divergence d'opinion là-bas dans la Gemara, dans la Maseret Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle Mouksé? Jusqu'à quand, en fin de compte, on conclut, et comme ça, les Rishonim que il y a 6 sortes de Mouksé. Mouksé Mechamad Goufo, Klishi Maratoli Issour, Mouksé Mechamad Risoronkis, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails pour le moment. Il faut savoir qu'une bougie, c'est considéré comme étant Klishi Maratoli Issour. Pardon, une Hanoukia, c'est considéré comme étant Bassis les Davarasso, considéré comme étant une base qui porte quelque chose d'interdit, un support d'interdit. C'est allumé. Ok, il y a fait méhod, mais quand même, la Hanouka est considérée comme étant Mouksé Kli Shemertoli Issour. C'est un Kli sur lequel on fait un Issour. Ah, il y a fait méhod. On a un klal, un des Mouksé c'est quoi? C'est Migo de Katsé Meshmashot, Katsé les Koulé Oma. Étant donné que il y a un Mouksé qui est la veille de Shabbat, alors il restera Mouksé tout au long du Shabbat. On avait rapporté un fruit qui se trouve sur un arbre. Il est mouxé parce qu'on n'a pas le droit de le détacher pendant Shabbat. C'est assour gozez, c'est sur des oraïta. Maintenant, tant qu'il se trouve sur l'arbre, il est mouxé. Et s'il tombe pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette pomme et de consommer cette pomme ou pas? Alors non, c'est assour. C'est ce qu'on appelle migo de ketsem shoshet, c'est le koloma. Tant que c'était mouxé la veille de Shabbat, pendant la période de Ben Hashmashot, ça restera mouxé tout au long du Shabbat. C'est-à-dire ah non, même selon Rabbi Shimon, parce qu'on tient la halakha est comme Rabbi Shimon, et sur ça fait partie des 6 mouksés que selon Rabbi Shimon, il est modé. Oui. Migodé de Katsé Shoshed, Katsé et Koulé Yoma. Maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est que là-bas dans la Gemara, c'est rapporté le cas d'une bougie. Ok? Lorsque j'ai un bougeoir, est-ce que j'ai le droit de déplacer ce bougeoir-là avec la bougie ou pas? Alors non, la Chal dit que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de mavir. Si je déplace la bougie comme ça, c'est possible que l'huile pendant Shabbat, pendant qu'elle est allumée, c'est possible que la flamme va se être mitkarev, va se rapprocher avec l'huile et tout ça, et ça va s'illuminer à nouveau. Et donc là, c'est un problème de mavir issur de oraïta. Et si elle c'est un ma'adin, Agmara a dit migodé cassé le golema. À partir du moment où c'est éteint, c'est le méchané, étant donné que c'était allumé la veille de Shabbat, ça restera interdit tout au long du Shabbat. Et la Gemara a de continuer de dire, et c'est comme ça qu'on tient la halakha, c'est comme ça que le Rav Ovadia rapporte beaucoup de poskim, etc. autour de cela, que étant donné qu'on suit la vie de Rabbi Shimon, le migo de Yoma, il est tenu uniquement lorsqu'on ne sait pas quand est-ce que le mouksé, il ne sera plus mouksé dans l'absolu. Quand est-ce que l'interdit ne sera plus interdit dans l'absolu? La bougie elle est allumée, la bougie elle est allumée, donc là c'est assour, parce que la flamme elle est interdite. Et il y a un problème de mavir, etc. Mais lorsqu'elle va s'éteindre dans l'absolu, ça sera plus rien. Ça sera un truc qu'on met à la poubelle ou qu'on va laver si c'est un petit bougeoir. Donc en fin de compte c'est rien du tout, il n'y a pas de mouxé. Donc étant donné que je sais quand est-ce que ça va s'éteindre, et je sais pertinemment que ça va s'éteindre pendant Shabbat, on a la possibilité de déplacer cette chose-là. Mais le Rav Ovadia rajoute qu'on doit faire un tnaï, on doit émettre une condition la veille de Shabbat. C'est-à-dire que je suis la veille de Shabbat, j'allume ma Hanoukia et tout ça, et j'allume à côté de ma porte, tout ça, comme dit la halacha, ou bien ma fenêtre, ou bien je ne sais où. Mais en tout cas, c'est un endroit qui n'est pas très noir. Ok, c'est pas super opposant, les enfants y passent, etc., ils peuvent casser. Donc, je mets une condition la veille de Shabbat. Voilà, j'allume les néros de Hanouka Arshav, qui vont s'éteindre minimum une demi-heure avant la sortie des étoiles, après la sortie des étoiles.
À partir du moment où elles s'éteignent, j'ai mis une condition et je dis je pourrais déplacer cette Hanoukia là sans problème là où je veux. À partir du moment où je mets cette condition, c'est permis. Bien entendu, encore une fois, je répète, il ne faut plus qu'elle soit cette Hanoukia allumée. Si elle est allumée, c'est complètement interdit. Je parle même pas de ça. Si elle est éteinte, à partir du moment où elle est éteinte, j'ai le droit de la déplacer si j'ai émis une condition la veille de Shabbat. C'est pour ça que tout à chacun, si une personne veut déplacer sa Hanoukia à la veille de Shabbat, ok, faire attention la veille de Shabbat, mettre un petit mémo, un petit quelque chose, un petit truc, et ne pas oublier de faire un tnaï la veille de Shabbat, se disant que j'aurai le droit de déplacer cette Hanoukia pendant Shabbat. Ok, donc c'est la seule façon de pouvoir déplacer sa Hanoukia. Et comment? Bah si c'est sur un mouton. C'est-à-dire qu'on peut la mettre sur un plateau avec autre chose d'important, utilisable, et ensuite déplacer le plateau. Oui, c'est une autre solution. Et ça, on n'a pas besoin de faire un peu de tnaï. Si y a ça, non. Mais il y a... C'est uniquement si vous déplacez qu'il la Hariyad, parce que vous pouvez pas déplacer... si vous déplacez uniquement la Hanoukia... Très bien, mais ce bassiste-là, il est où? Où vous mettez... Sur la table. Ah, il a fait, ça s'appelle qu'il la Hariyad, parce que vous avez déplacé le plateau. Vous n'avez pas déplacé la Hanoukia. Ah, non, entièrement. Par rapport à la Hanoukia. Oui, je vais déplacer que la Hanoukia, par exemple. Ah, ouais. Ok, donc là, c'est la seule solution. Et dernière halakha pour la Havdalah. La Havdalah, il faut savoir que contrairement à la synagogue, on fait tout d'abord la Havdalah et ensuite on fait les Nerot de Hanouka. Tadir Vesheno Tadir Kodem. Et je pense que c'est la dernière halakha. Et oui, c'est bien, même pour ceux qui ont l'habitude, et c'est bien même pour ceux qui n'ont pas l'habitude jusque-là. Ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre l'avis de Rabbeinu Tam pour la sortie de Shabbat, ils peuvent attendre même cette semaine l'avis de Rabbeinu Tam, le laps de temps qui est un peu plus en retard pour la sortie du Shabbat, parce qu'encore une fois, c'est bien de suivre l'avis de Rabbeinu Tam pour la sortie de Shabbat et pour la sortie de Kippour, afin d'être recherche leur DA, et on pourra attendre leur DA eux pour allumer les Nerot de Hanouka sans aucun problème. Allez, Chazak ou Baruch. Oui, dernière chose, à Motzei Shabbat, quand on allume la Hanouka, il faut rester pas de Melacha pendant une demi-heure, il faut rester devant et tout, ou alors la femme a le droit de ranger, de faire c'est quoi comme travaux? Le rangement de la maison, c'est pas interdit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdit. Et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui fait part des états dans la maison, on lui demande d'allumer la Hanouka. C'est bien de le faire attendre aussi. Ah bon? Non, ça rigolait. Oui. Parce que là, on a d'un côté la mitzvah. Ceux qui sont pressés de rentrer. Non, lui, de toute façon, il n'attend pas Rabbeinu Tam. Dans tous les cas, on n'est plus dans la demi-heure. Dans tous les cas, on n'est plus dans la demi-heure. Dans tous les cas, parce qu'on a une Tosefet de Shabbat, déjà. En général, vous allez voir sur le calendrier d'Orach Chaim, la sortie de Shabbat, la sortie d'étoile par exemple, c'est à moins 5. C'est à moins 5. Vous allez voir la fin de Shabbat à 5 ou à 10. Donc, dans tous les cas, la demi-heure elle sera passée en 3 arvites, ça y est, c'est terminé. Donc la demi-heure elle est passée. On attend à Benitam, on lui dit attends, on va faire la vaisselle après, attends, on va faire exactement. Ok. Allez, bon, Chazon Amen. Maran, c'est 200.